6 juin 1944. Chanel da Mancha, à seulement 23 km de la côte française. Toujours dans l'obscurité précédant l'aube, les vagues salées de la mer ont battu la proue du bateau d'atterrissage 2273, tandis que le lieutenant Dean Rockwell a serré dur la radio. Entre le brouillard de l'aube, il a été possible de distinguer les silhouettes imposantes de 32 réservoirs de Sherman amphibiens, leurs écrans de toile érigés sous forme de tours de siège médiévales contre l'horizon. Le message du groupe de travail est arrivé, heure H confirmée à 6h30. Obstacle sur la plage identifié. Fortification lourde intacte. Le capitaine Ned Ld du 743e bataillon tank a analysé les vagues de près de 2 mètres à travers ses jumelles et a pris une décision qui sauverait des centaines de vies américaines. Les réservoirs d'D n'entreraient pas dans l'eau. Ils avanceraient vers la plage à l'intérieur de leur bateau d'atterrissage. Personne ne pouvait imaginer que ce choix, fait dans les eaux turbulentes de la Normandie, déclencherait l'offensive blindée la plus dévastatrice du théâtre européen. Les champs de bataille français avaient déjà enseigné aux Allemands que leurs tigres et leurs panthères c'étaient les prédateurs suprêmes, blindage supérieur, canons dévastateurs de 88 mm et précision mécanique qui les rendaient presque invincibles dans des positions défensives. La doctrine blindée de Wehrmacht avait transformé la région en un piège mortel, avec des centaines de positions camouflées, des canons anti-tankés pointés sur chaque chemin et des obstacles qui dirigeaient les blindés alliés aux zones de feu prédéterminées. Pendant ce temps, Sherman a progressé à travers le canal Spot à seulement 4 nœuds. Son moteur Chrysler 57 à plusieurs sièges s'efforçait de stimuler 33 tonnes d'acier et de détermination. Chaque Sherman M4A4, équipé du système d'entraînement duplex, a déplacé suffisamment d'eau pour inonder un petit bâtiment. Le sergent Paul Reagan, debout dans la trappe de son réservoir à bord du LCT-600, a évalué la situation tactique. Ces projectiles blindés de 90-75 mm, 4750.30 munitions de mitrailleuses de calibrée, surtout, l'espoir de l'assaut amphibie entier. Sherman était l'incarnation de la philosophie industrielle américaine, pragmatique, efficace et implacable. Alors que les tigres allemands coûtent 250 000 Reichsmark et exigeaient l'entretien d'experts, Sherman a été produit en série, transporté dans les océans et fixé par les jeunes agriculteurs du Kansas avec des outils de base. L'usine Chrysler à elle seule à Détroit a fait plus de 400 Sherman par mois en 1944. Les chiffres parlaient de lui-même, alors que l'Allemagne a eu du mal à produire 100 tigres mensuels, les États-Unis ont livré plus de 2000 Sherman au plus fort de la production. Si nous ajoutons la fiabilité mécanique, la consommation de carburant et la facilité de réparation, l'avantage est devenu écrasant. Le commandant William Focusade, un vétéran du 743e bataillon de chars qui recevrait plus tard l'étoile Silver et le Purple Hat, savait que la victoire dans la guerre mécanisée ne concernait pas seulement l'épaisseur du blindage ou du calibre de canon. Il s'agissait de mettre de l'acier sur la cible, de maintenir le rythme des opérations et, surtout, de s'adapter aux conditions du champ de bataille plus rapidement que l'ennemi. Dans le 2e Panzer Panther No. 424, interofficier Klaus Weber a révisé son arsenal, 79 pour le canon à reproduction de 75 mm de long, 4200 munitions de mitrailleuse. Le bouclier avant de son réservoir, 100 mm d'épaisseur et en pente à 55 degrés, a offert une protection efficace de 140 mm. Les canons de 75 mm ne pouvaient pas le percer au-delà de 100 mètres. Son Panther de 45 tonnes a été ému par un moteur Maybach qui a consommé du carburant en quantité qui rendrait n'importe quel agent de logistique américain frissonnant, juste 1 mile par gallon sur les routes, la moitié de celle sur un terrain irrégulier. Mais positionné derrière une clôture normande vivante, avec des champs de pompiers entrelacés, le Panther n'avait pas besoin de bouger. Tu es juste. Les défenses allemandes à Omaha Beach sont le résultat de 2 ans de préparation. Le Widerstandsnest 62, dominant le secteur rouge facile, abritait plusieurs mitrailleuses, une position anti-tanker de 50 mm et de mortier. Heinrich Sau, opérateur d'un MG-42, prétendrait avoir tiré plus de 12 000 tirs, un nombre que les historiens considèrent comme absurde, compte tenu de la limite physique et des victimes royales. Les zones d'extermination ont été calculées avec une précision chirurgicale, les camps de pompiers qui se chevauchent ont éliminé tout point aveugle, et les coordonnées d'artillerie préenregistrées ont permis aux mortiers d'atteindre n'importe quel point sur la plage en moins de 30 secondes. À 5h50, le capitaine Ld, à bord du LCT 2037, a regardé la mer en colère à travers des jumelles cuillères. Faire des vagues jusqu'à 2 mètres, des vents de 18 nœuds de l'ouest. La toile DD Tank, conçue pour 1 mètre de mer, s'effondrerait dans ces conditions. Sur les 64 amphibiens programmés pour nager à Omaha, seulement 29 essaieraient. Et parmi ceux-ci,
27 du 741e bataillon coulaient dans les eaux froides du canal. Mais le 743e bataillon aîné ne lancerait pas ses chars dans la mer. Ses 32 DD, plus des véhicules de soutien, avanceraient dans les LCT directement aux plages de Chien Vert et Rouge de Chien. C'était pour risquer les fragiles d'atterrissage sous feu direct, mais l'alternative était de voir leur réservoir disparaître avant d'entrer au combat. La logique était cruelle, sacrifier les navires et leurs équipages ou perdre les chars et leurs soldats sans tirer un seul coup. À 6h15, le bombardement naval a commencé. USS Texas a tiré 356 mm de projectiles contre des falaises au-dessus d'Omaha, tandis que l'USS Arkansas a ajouté des grenades de 305 mm. Les destroyers mineurs se sont approchés de moins de 1000 mètres de la plage, attaquant directement les fortifications visibles. Le plan était un bombardement de 40 minutes pour pulvériser des positions allemandes avant le premier vol. En pratique, la plupart des projectiles ont dépassé les cibles. Les nuages bas ont forcé les lourds bombardiers à libérer leur charge trop tard, ce qui est tombé sans danger sur les champs derrière la plage. Sur les 446 libérateurs B-24 qui ont attaqué Omaha, aucun n'a frappé la plage. Le premier combat de Sherman à Omaha a commencé à 6h29, une minute avant Orage. Compagnia, du 743 des bataillons, équipés de kits à nœuds profonds, descendaient directement des LCT dans les eaux à plus d'1 mètre. Ces réservoirs avaient été étanches avec un équipement spécial, avec des échappements prolongés qui ont permis de traverser jusqu'à 2 mètres d'eau. Le premier blindé a frappé la plage avec les chenilles qui grinchaient sur le gravier, tandis que les canons de 75 mm se sont tournés vers les falaises. La réponse allemande a été brutale, un canon de 88 mm au poste WN-61 a tiré 8 fois en 90 secondes. 3 Sherman ont explosé, leurs munitions faisant exploser dans des balles de feu visibles vers les navires. Les mitrailleuses surchasantes s'étincent contre des sabots comme la pluie infernale, tandis que les mortiers a ajusté leurs tirs avec une précision mortelle sur la plage. Mais les Sherman ne se sont pas retirés. Jusqu'à 7 heures, 40 chars étaient à Omaha. Certains ont déjà brûlé en feu. D'autres ont perdu leurs chenilles dans des obstacles ou coincés dans le gravier. Mais ceux qui travaillaient encore ont commencé à répondre à l'incendie. La bataille avait commencé. Les Sherman ne se limitaient pas à répondre, ils ont dominé. Avec des photos directes et précises, ils ont transformé l'équation de bataille. L'infanterie allemande, formée pour repousser les vols de soldats à pied, a rencontré des boucliers blindés qui incarnaient leur propre résilience, ils absorbaient des rafales de mitrailleuses comme si elles étaient grêles et ripostiers avec des grenades explosives élevées qui ont réduit les nids de résistance aux décombres à la vapeur. Le sergent John Ducohan du 743e bataillon de chars a atterri sur la deuxième vague à 6h40. Son Sherman a eu 2 impacts directs d'un canon anti-tanker de 50 mm. Les grenades ont percé la coque, mais par un miracle d'ingénierie ou de chance, ils n'ont rien atteint de vital. Alors que le meilleur buteur ajustait la cible, le conducteur, le soldat Howard Froberg, a accéléré directement dans la position ennemie. 5-10. Signes explosifs élevés plus tard, la pièce anti-tank allemande silencieuse pour toujours. C'était un modèle qui serait répété, les réservoirs, sans radio, l'eau salée avait détruit la plupart des équipements, s'est écrasé des guerres privées contre des cibles spécifiques. Un Sherman a enduré plusieurs impacts d'armes légères tandis que, méthodiquement, son canon de 75 mm et la mitrailleuse avant de 30 calibres ont dit à la machine des nids de guidage et ont forcé les défenseurs à se retirer. Jusqu'à 7h30, la crise à Omaha était visible même des navires. Le général Omar Bradley, à bord de l'USS Augusta, a réfléchi aux vagues suivantes à Utah Beach. Le 16e régiment d'infanterie a été réduit à des fragments, la société avait cessé de l'exister en tant qu'unité de combat, l'entreprise, qui a atterri avec 180 hommes, n'avait plus que 23 ans. La plage était un cimetière d'équipements détruits et des soldats blessés, accroupis derrière les obstacles qui auraient dû les protéger. Mais les chars tournaient le jeu. Le lieutenant-colonel Robert Pluguet, commandant de Compagnias et du 743 des bataillons, a ordonné à ses Sherman de se concentrer sur les fortifications de Le Mulandro. En utilisant une tactique perfectionnée dans l'entraînement, ils ont d'abord tiré des grenades de phosphore blanche pour marquer les cibles, et, en cassant, pour remplir les positions ennemies avec de la fumée d'asphyxie qui a pénétré les fentes d'observation et l'éclosion de tir. Les défenseurs, aveugles et étouffés, ont abandonné leur position. À 8h15, le Nest 66 de la Résistance a envoyé un compte désespéré au commandement sectoriel, tanks ennemis sur la plage. Infanterie désimagée, mais avancée blindée. Je demande un soutien anti-tank immédiat. La réponse était un coup de réalité, il n'y avait pas de réserve mobile disponible.
Le 352 ND bataillon de la division de l'infanterie a été conservé de 16 km de terre, arrêté à l'ordre du maréchal Rommel pour se préparer à contre-attaquer les parachutistes alliés. Les défenseurs de la plage étaient seuls. Et c'est là que la simplicité mécanique de Sherman est devenue sa plus grande arme. Compagnia B. Barbara, dirigé par le sergent Walter Basker, a eu cet impact sur sa première heure de combat. Il a perdu 2 roues de soutien, avait le mécanisme de roulement de la tour endommagé et une fuite de carburant qui menaçait de le transformer en torche. Mais l'équipage, avec des outils de base et des pièces de rechange chargées dans le réservoir lui-même, a effectué des réparations de campagne sous le feu. À 9 heures, Barbara était de retour dans le combat, bombardant des positions allemandes dans le tirage au sort de Verville. C'était l'avantage décisif, alors qu'un tigre ou une panthère nécessitait une grue spécialisée et mécanique formée pour récupérer, un Sherman pouvait être fixé par son propre équipage, cannibaliser des pièces de véhicules détruites. Tout au long de la journée, les chars américains ont effectué des caractéristiques d'improvisation, les chenilles échangées avec des grenades explosant, les tuyaux de canon remplacés en 20 minutes, les moteurs qui, à droite, devraient être dans un atelier, mais qui est revenu à la vie grâce à l'entêtement et à l'ingéniosité des soldats. À 8h45, la première armure allemande est apparue, 2 canons d'assaut Stug 3 du bataillon de la 352e division. Ces canons Stug 40 de 75 mm pourraient percer un blindage Sherman à 800 mètres. Mais les Américains avaient un atout, les chiffres. Pour chaque Stug, il y avait 5 Sherman. Les Allemands ont détruit 2 chars avant d'être avalés par une Sareva concentrée. À 9 heures, les ingénieurs de combat, soutenus par les blindés, ont ouvert des lacunes sur la paroi maritime dans le secteur rouge facile. Le Sherman a commencé à avancer à l'intérieur des terres, évasant les défenses allemandes sur les flancs. C'était le moment du tour. La doctrine défensive allemande dépendait du maintien des attaquants piégés sur la plage. Une fois que le bouclier a brisé cette barrière, tout le système a commencé à s'effondrer. Le soldat Charles Lombardo, du 741e bataillon, avait survécu à la traversée dans l'un des 2 seuls chars amphibies DD qui sont arrivés entiers. Est-ce à la côte? Son véhicule trempé et presque inopérant, a quand même réussi à anéantir un bunker en béton à 100 mètres, 5 coups de munitions perçants, suivis d'un explosif élevé. La structure, qui a bloqué l'avance d'une compagnie d'infanterie entière, s'est effondrée. Avec sa destruction, 150 soldats pouvaient enfin quitter la plage. La réponse allemande a suivi le manuel, les équipes de Panzerfaust ont été envoyées pour des embuscades courtes. Cette arme, un lanceur jetable, a percé 200 mm de blindage à 30 mètres, et chaque clôture vivante, chaque fourré derrière Omaha, pourrait cacher un tireur. Mais les Américains avaient appris les leçons amères de la Kasserine et de la Sicile. La coopération entre l'infanterie et les blindés était désormais instinctive, chaque Sherman avancé transportait des soldats à ses côtés, balayant les clôtures et les bâtiments à la recherche d'équipes anti-tanks. À 10h30, les renforts allemands sont arrivés avec plus de Panzerfaust. Mais le modèle était déjà défini. Dans les jours suivants, le bouclier allemand apparaîtrait en vigueur, Panthers de la 2e division Panzer et Tigers du 101 SS bataillon. Cependant, la tactique américaine était implacable, tandis qu'un peloton de Sherman gardait l'ennemi avant le front, un autre manœuvrait pour attaquer par les flancs. Les mathématiques étaient cruelles mais efficaces, l'échange de 3 Sherman contre une panthère était acceptable lorsque les États-Unis ont produit 30 Sherman pour chaque panthère que l'Allemagne pouvait faire. À midi du jour de la journée, 51 Sherman opéraient toujours à Omaha et à leur environnement. Ils avaient perdu 40% de leur personnel, mais ont rempli la mission. La plage était sûre. Les vagues suivantes ont atterri sans le même bain de sang. Et, surtout, l'impact psychologique sur les Allemands a été irréversible, le mythe du mur atlantique de la débarras atlantique en tant que château de cartes. Au siège de la 352e division, le général Dietrich Krass a reçu des fragments de rapports de plus en plus désespérés, les réservoirs américains dominant les défenses de la plage. Infanterie, le message a coupé, comme si la ligne de communication elle-même avait été balayée par la progression implacable de l'armure alliée. Les postes de commandement allemands se sont coulés dans des messages tronqués et des ordres contradictoires. Poste d'observation nestonique. Ennemis avancés blindés sur Colville. À 13h, le colonel Christ, commandant du 916 TH Granadero Régiment, a compris l'inévitable, Omaha a été perdu. Sans chars pour contenir le Sherman, leurs troupes ne pouvaient que se retirer au combat, chaque mètre fourni sous le poids écrasant de l'armure américaine. Mais l'impact des Sherman est allé bien au-delà de la puissance du feu direct. Sa simple présence réécrit les règles de la bataille.
tandis que les ingénieurs de combat, précédemment réduits à des cibles faciles sous le feu des mitrailleuses, désormais avancés protégés par le rideau en acier des réservoirs, démantèlent des obstacles avec une précision chirurgicale. Les canons de 75 mm, bien qu'agressifs contre le blindage avant d'un Tigre, ont réduit la poussière des casamacs que même les obus navals pouvaient atteindre. Mais le vrai miracle s'est produit dans l'esprit des soldats. Les hommes 7 heures avant d'être paralysés dans le sable, ils se levaient maintenant comme si une chaîne invisible les tirait vers l'avant. Voir le Sherman avancer, c'était comme écouter le contact d'une trompette divine, ils sont avec nous. Nous pouvons gagner. Et les innovations qui ont rendu cela possible? Testées en secret dans les eaux gélides de l'Écosse, les modifications de Dowden profondément a permis au réservoir d'atterrir dans les eaux arrières, évitant les pièges mortels de la plage. Les compartiments de serrage des munitions, scellés contre l'infiltration, ont empêché un seul impact de transformer le réservoir en cercueil de tir. Mais c'était une solution presque artisanale qui s'avérerait le plus génie, les téléphones blindés installés à l'arrière du Sherman, reliant l'infanterie au réservoir même lorsque les radios ont échoué. À 14 h le 6 juin, le Sherman a déjà déchiré l'intérieur de la Normandie, vers le objectif du jour J. L'avancée était plus lente que prévu mais elle se produisait. Et puis, ils sont tombés sur les bocages. Ces murs de terre de couleur ocre, recouverts d'épaisse et semblables à des murs, qui sur les cartes aériennes ressemblaient à de simples divisions de champs, se révélèrent être des forteresses naturelles. Certaines remontaient à l'époque romaine, avec des bases de 3 à 4 mètres d'épaisseur, couronnées d'une végétation impénétrable et protégées par des fossés de drainage. Un Sherman qui tenterait de les escalader exposerait son fragile sous-armure aux canons antichars allemands, ce qui provoquerait un désastre. Mais là où l'ingénierie a échoué, l'ingéniosité américaine a prospéré. Le sergent Curtis Cullen du 102e escadron de reconnaissance de cavalerie avait remarqué quelque chose concernant les obstacles de plage allemands, les hérissons, structures en acier conçues pour déchirer les coques de bateaux, pouvaient être recyclés. Avec un peu de coupe et de soudage, ces dents métalliques se transformeraient en lames capables de couper à travers les haies comme des couteaux chauds dans le beurre. Pourquoi ne pas acheter des scies et les placer devant les chars? Avait suggéré un soldat du Tennessee nommé Roberts. Cullen voyait le génie dans la simplicité. En quelques heures, les équipes de maintenance transformaient les Sherman en bêtes mécaniques aux défenses d'acier. Pendant ce temps, le chaos régnait dans le haut commandement allemand. Hitler, convaincu que la Normandie était un bluff et que le véritable coup viendrait de Calais, refusa de libérer les divisions Panzer de réserve. La 2e division SS Das Reich, à seulement 200 km de là, reste immobilisée jusqu'en fin d'après-midi. Lorsqu'il reçut enfin l'ordre de marcher, les Américains avaient déjà enfoncé des coins blindés sur toutes les routes stratégiques menant aux plages. À 16 h, la compagnie B du 743 des tanks bataillon rencontre son premier Tigris près de Formigny. Le monstre de 56 tonnes, appartenant au 101e bataillon lourd SS Panzer, avait été dépêché de Caen avec une seule mission, écraser l'avancée américaine. Son commandant, le SS Unterscharführer Wilhelm Müller, était un vétéran de Kursk, où son Tigre avait réduit en cendres 19 T-34. Son canon de 88 mm pouvait transpercer un Sherman à 2 km de distance. Mais les Américains n'étaient plus les mêmes. Le lieutenant James Johnson, chef du peloton Sherman, connaissait les règles de ce jeu mortel. Au lieu d'affronter le Tigre de front à un suicide, il a ordonné le tir de grenades fumigènes, aveuglant la bête. Tandis qu'un Sherman distrayait Müller avec des tirs de suppression, 3 autres manœuvraient silencieusement à travers un verger. Le Tigre, concentré sur la cible devant lui, ne remarqua le piège que lorsqu'il fut trop tard. À 200 mètres, les canons de 75 mm des Sherman ont tiré 5 coups consécutifs dans le compartiment moteur. Le Tigre frémit, une colonne de fumée noire jaillissant de ses entrailles. Müller et son équipage abandonnèrent le char en feu, mais les dégâts psychologiques étaient déjà faits. Si même les Tigres pouvaient être détruits, que restait-il à l'infanterie allemande? Les rapports parvenus au quartier général allemand dressaient un tableau apocalyptique, force blindée ennemie écrasante. Perte de Tigres et de Panthers. L'infanterie bat en retraite devant les fers de lance américains. Mais la réalité était encore plus cruelle. Pour chaque Tigre tué dans une embuscade réussie, des dizaines de Sherman étaient détruits lors d'affrontements frontaux. Mais les Américains ont accepté ces pertes. Le Sherman n'a pas été conçu pour être parfait, il a été conçu pour être suffisant. Il s'adaptait au vaisseau Liberty Standard, 2 à la fois dans l'espace d'un seul Tigre. Il pourrait être réparé par des mécaniciens recrutés après seulement 3 mois de formation. Et surtout,
elle pourrait être produite à une échelle qui ferait de chaque victime un chiffre statistique et non une tragédie. À 18 h le jour J, les 743e et 741e bataillons de chars avaient établi une ligne continue vers l'intérieur des terres, à partir d'Omaha. Ils avaient perdu 48 chars, détruits ou désactivés. Tedo, avec 45 équipages morts et 60 blessés. Mais 58 Sherman encore opérationnels avaient déchiré le mur de l'Atlantique. Les victimes allemandes étaient plus difficiles à tenir compte, des décombres réduits à des décombres, 3 canons d'assaut détruits, un Tigre et 3 Panthers abattus, des centaines de soldats morts ou blessés. Et, plus important encore, une doctrine défensive dans les Krangans. Les leçons techniques étaient indéniables. Le canon 75 mm de Sherman, bien que incapable de frapper le bouclier avant d'un Panther, était mortel contre les fortifications et l'infanterie. La fiabilité du réservoir sous le feu a dépassé toutes les attentes, malgré l'immersion dans l'eau salée, les obstacles de plage et le combat intense, 70% du palier qu'ils ont atterri était toujours opérationnel au crépuscule. En revanche, parmi les 6 Tiger II envoyés en Normandie en juillet, 5 se briseraient avant même qu'ils ne rejoignent au combat. Dans la nuit du 6 au 7 juin, tandis que la lune illuminait faiblement les plages encore pleines de corps, les équipes de maintenance ont travaillé sans relâche. Avec des torchets d'acétylène, ils ont coupé les hérissons allemands, les soudant dans la proue du Sherman comme proie d'acier. À l'aube du 7e, 15 réservoirs étaient déjà équipés des nouveaux chemises. En une semaine, 60% du Sherman en Normandie transporterait ces appareils, nommés RIN, par leurs tiges qui ressemblent à des cornes de rhinocéros. La 352e division de la division d'infanterie allemande le 7 juin était amèrement, les chars ennemis, soutenus par une artillerie massive, ont rendu des positions défensives insoutenables. Retrait pour la 2e ligne défensive autorisée. Ce n'était pas un simple retrait. C'était l'effondrement d'une stratégie. Le mur de l'Atlantique avait non seulement été violé, était devenu obsolète par la combinaison d'acier, d'ingéniosité et d'une doctrine qui a priorisé l'avancée de la perfection. Le général Omar Bradley, commandant de la première armée, résumerait plus tard avec une phrase qui écho dans l'histoire, « Les chars ont sauvé Omaha. Sans eux, nous aurions été renvoyés dans la mer. » Ce n'était pas une exagération. Sur les 29 compagnies d'infanterie qui ont attaqué Omaha, la moitié a été décimée. Mais les 2 bataillons de chars, malgré des pertes brutales, ont maintenu leur capacité offensive tout au long de la journée. Sa présence a transformé une catastrophe imminente en une victoire, coûteuse, sanglante mais irréversible. Et dans les semaines suivantes, la Normandie est témoin de la maturation définitive de la doctrine blindée américaine. L'opération Cobra, lancée le 25 juillet, serait le coup de misère, 3000 positions allemandes satureraient des bombes, tandis que 700 Sherman à 60% d'entre eux équipés des RIN, déchireraient le bocage comme une charrue coupant Virgin Terra. La stagnation deviendrait une guerre de mouvement. Et le sort de l'Europe, scellé par le rugissement des moteurs et le vilebrequin des canons. C'était le genre de guerre des mouvements auquel les Américains avaient été conçus. Le coupeur de haies du sergent Cullen, né de nécessité et d'ingéniosité, ne serait pas seulement une solution temporaire, deviendrait un équipement standard. En seulement 6 semaines après le déjet, 500 Sherman avaient déjà été modifiés avec des dispositifs de coupe, chacun d'eux transformant le piège mortel en un terrain transitable. Les Britanniques, jamais en retard en ce qui concerne l'innovation tactique, développeraient leur propre version, les dents, les griffes en acier qui ont déchiré les haies comme des ongles d'une bête. La vitesse de cette adaptation était si impressionnante qu'en août, les renseignements allemands publieraient un rapport désespéré, tous les réservoirs ennemis maintenant équipés de dispositifs de rupture de haies. Les positions défensives de bocage ne sont plus durables. Et pourtant, même avec ce virage tactique, le Panther était toujours un prédateur supérieur sur le papier. Son long canon de 75 mm a percé Sherman auquel le canon américain. Je pouvais à peine rayer la peinture allemande. Mais la supériorité technique s'est heurtée à 3 réalités implacables, l'infériorité numérique, les goulots d'étranglement logistique et la fragilité mécanique. Une étude de la section de recherche opérationnelle britannique révélerait une vérité brutale, alors que 70% de Sherman étaient opérationnels à tout moment, les Panthers ont à peine atteint 37%. Les chiffres n'ont pas menti, et en guerre, les mathématiques de l'attrition sont plus cruelles que n'importe quel canon. L'Allemagne produirait environ 6000 Panthers tout au long de la guerre. Les États-Unis, seuls, feraient 49 234 Sherman, près de 50 000 si nous comptons toutes les variantes. Ce n'est qu'en Normandie, plus de 2000 d'entre eux entreraient au combat. Même si les Allemands ont obtenu une proportion de 3 massacres pour chaque perte,
quelque chose qui s'est rarement produit, le calcul était simple, pour chaque panthère détruite, 5 Sherman étaient déjà en route. Pour chaque tigre perdu, 10 roulaient à partir des quais des ports artificiels du Murier, comme une marée en acier qui ne pouvait pas être contenue. Jusqu'en août 1944, les forces blindées allemandes en Normandie étaient à toutes fins anéanties. La 2e division Panzer, qui avait commencé la campagne avec 180 chars, pouvait désormais à peine aligner 25. La 116 TH Panzer Division, autrefois redoutable, avait réduit à une ombre avec moins d'une douzaine de véhicules opérationnels. Même l'élite du Leibstandart SS Adolf Hitler, fierté du régime nazi, via sa force de 150 chars écrasés jusqu'à seulement 17, et même ceux-ci, au bord de l'effondrement. Le siège de Falaise à mi-août serait le coup final. Impliqués par les Britanniques, les Canadiens, les Polonais et les Américains, les équipages allemands ont abandonné leurs véhicules de panique, fuyant à pied alors que le ciel s'allumait avec la brillance sinistre des tigres de flamme et des Panthers. Les routes étaient obstruées par les décombres d'une force blindée qui, autrefois invincible, n'avait désormais ni carburant ni pièces pour rester au combat. Les Américains ont également payé un prix terrible. Le 743e bataillon des réservoirs, par exemple, a perdu 51 Sherman détruits en Normandie, 80 autres nécessitant des réparations profondes. Les victimes entre les équipages ont dépassé 50%. Mais voici la différence cruciale, chaque Sherman perdu a été remplacé par de nouveaux, atterris des plages ou apportés d'Angleterre. Chaque homme tombé avait déjà 3 substituts en formation. La machine de guerre américaine a non seulement remarqué, elle s'est régénérée. Bocageoire était un cauchemar de proximité. La gamme moyenne d'affrontement entre les réservoirs ? 400 mètres. À cette distance, le premier coup était généralement le dernier. Les équipages ont développé une humeur macabre pour faire face à la terreur. Sherman s'allume la première fois, toujours, ont-ils joué, en référence aux publicités des briquets Ronson. Mais derrière le cynisme, ils savaient que leur sacrifice ouvrait le chemin de la victoire. Comme le soldat du 743e bataillon Wayne Robinson dirait à propos de son Sherman Barbara, elle n'était pas le meilleur char du monde. Les Allemands avaient mieux. Mais elle était là quand nous en avions besoin. Il nous a pris de l'enfer et nous a ramenés. C'est tout ce que vous pouvez demander à un réservoir, ou un ami. L'évolution ne s'est pas arrêtée dans les coupets. Les Britanniques ont présenté Sherman Firefly, armé du canon à 17 pins, une arme capable de former un tigre de 1000 mètres. Jusqu'en août, un Sherman britannique sur 4 était un feu de feu, changeant radicalement l'équilibre des pouvoirs dans les champs de bataille. Les Américains, à leur tour, ont commencé à recevoir le canon Sherman de 76 mm en juillet, améliorant leur capacité anti-tank, même sans égaliser la puissance de feu allemande. Mais la plus grande innovation n'était pas technique, elle était doctrinale. Les Américains ont perfectionné l'art de la guerre combinée. Leurs chars ne se sont pas battus seuls, ils ont fonctionné dans des équipes intégrées, avec l'infanterie, l'artillerie, les ingénieurs et le soutien aérien, comme les dents d'un équipement parfaitement synchronisé. Cette approche 6. Le thème s'est avéré plus décisif que toute arme individuelle. Même l'Auto-Carius allemand, qui avait détruit 150 réservoirs sur la front oriental admettre plus tard, les Américains ont compris quelque chose que nous ne pouvions pas. La guerre n'est pas d'avoir le meilleur réservoir. Il s'agit d'avoir assez de réservoirs, de carburant pour les déplacer, des pièces pour les réparer et former des hommes pour les utiliser. Nous avons eu les meilleurs réservoirs. Ils avaient tout le reste. Les numéros d'après-guerre confirmeraient cette réalité. Un Sherman de combat a été atteint en moyenne 1,2 fois. Parmi ces événements, 60% ont entraîné une perte totale, mais 20% pourraient être réparés sur le terrain et 20% supplémentaires dans des ateliers spécialisés. Le taux de survie de l'équipage était étonnamment élevé, 75% se sont échappés lorsque leur réservoir a été détruit, grâce à de larges trappes et à une formation d'évacuation rigoureuse. Les Panthers, tout en tenant plus d'impact, 2,3 pénétrations moyennes avant la destruction, ont subi 80% de pertes permanentes, il n'y avait tout simplement aucun moyen de les récupérer lors du retrait chaotique. Chez Tigers, le taux de survie des équipages a chuté à 45%, les victimes d'incendies catastrophiques et de sorties d'urgence inadéquates. La Normandie n'était pas seulement une bataille, c'était la forge de la doctrine blindée moderne. Les leçons apprises à Bocage écho à l'Europe, les coupeurs de haies évolueraient en lames Buldomais, les téléphones de communication entre les réservoirs et l'infanterie deviendraient un équipement standard, surtout, le mythe de la supériorité blindée allemande serait démantelé par pièces. Les chars américains ont constaté qu'ils pouvaient battre les Tigres et les Panthers non pas avec un blindage plus épais,
mais avec des tactiques supérieures, un travail d'équipe et une logistique qui n'ont jamais échoué. Lorsque les forces alliées ont éclaté pour la France en août 1944, l'impact stratégique était indéniable, l'Allemagne avait non seulement perdu une bataille, il avait perdu sa capacité à mener une guerre mobile en Occident. La crème des divisions Panzer, assaisonnée dans les champs de la Russie, réalisée dans les champs normands. Les écoles de formation Reich n'ont pas pu remplacer de telles pertes. Sherman, ainsi critiqué par les historiens obsédés par les spécifications techniques, prouvera sa valeur non pas par la perfection, mais par l'efficacité brutale d'un système. Votre bouclier était-il plus mince? Oui. Votre canon, moins puissant? Incontestable. Votre moteur à essence, un risque d'incendie? Absolument. Mais la guerre n'est pas acquise dans les laboratoires, elle gagne dans les champs de bataille, où la production de masse, la fiabilité mécanique et l'adaptabilité tactique dépassent tout avantage théorique. Comme l'observait l'amiral Bertram Ramsay, le commandant naval allié le déaidait, le succès en Normandie n'était pas une arme ou une tactique isolée. C'était le sommet de la supériorité industrielle, de la logistique et de l'adaptation alliée. Sherman incarnait toutes ces qualités. Ce n'était pas parfait, mais c'était parfait pour la mission. Et cette philosophie, quantité sur la qualité, système sur les spécifications, le pragmatisme sur le perfectionnisme, façonnerait l'avenir. De M48 à M60, passant par la guerre froide, l'héritage de Sherman persisterait, la victoire n'appartient pas à ceux qui ont les meilleurs chars, mais ceux qui ont suffisamment de chars, des hommes pour combattre en eux et une nation pour les soutenir. En Normandie, les Américains ont prouvé qu'en fin de compte, ce n'est pas le réservoir qui gagne la guerre, c'est l'armée qui l'entoure. Même les premières versions de M1 Abrams incorporeraient cette même essence, pas la poursuite de la perfection, mais pour l'efficacité de l'échelle. Le théoricien militaire allemand Heinz Guderian, architecte de Blitzkrieg, admettrait dans ses souvenirs, « Nous avons construit le réservoir parfait. Les Américains ont construit le réservoir qui a gagné la guerre. » Il y a une leçon dans cela pour tous les stratèges, le parfait est l'ennemi suffisant, en particulier lorsque suffisamment peut être produit en nombre écrasant. Aujourd'hui, au Omaha Beach Memorial, un Sherman du 743e bataillon de chars. Témoin silencieux. Sa coque affiche également les cicatrices des projectiles allemands. Des fleurs fraîches, déposées par des civils français qui n'ont pas oublié la libération, reposent sur leur armure. L'inscription sur le mémorial est simple et nette, pour ceux qui sont venus dans des cercueils en acier pour nous donner la liberté. Il n'y a pas d'hommage plus juste aux soldats de Méduse qui ont transformé les réservoirs inférieurs en machines victorieuses par courage, ingéniosité et sacrifice. En arrière-plan, le triomphe de Sherman en Normandie et au-delà ne dépendait jamais de l'épaisseur du blindage ou du calibre de canon. Cela dépendait de la capacité industrielle américaine produisant 1 millier de chars par mois. Cela dépendait des jeunes agriculteurs du Midwest fixant des moteurs sous le feu ennemi. Cela dépendait des innovations tactiques telles que Rhino, le coupé qui a réécrit les règles du champ de bataille en une seule nuit. Surtout, cela dépendait de l'arsenal de la démocratie, prouvant que le montant a sa propre qualité, et que cette qualité décide des guerres. Les chiffres ne mentent pas. En juin 1944, l'Allemagne comptait environ 1500 réservoirs d'exploitation sur tous les fronts. Seuls les États-Unis ont fait 2000 Sherman ce mois-ci. Jusqu'en août, les Alliés ont déplié 4000 chars dans le nord-ouest de l'Europe. Les Allemands, moins de 500. Les mathématiques de la guerre industrielle moderne avaient rendu la supériorité tactique non pertinente. Tiger pouvait battre des duels individuels, mais Sherman avait déjà gagné la guerre avant même le premier coup. Le maréchal de Marshall d'Irouin Rommel, qui avait insisté pour positionner les réserves des Panzers près des plages, était prophétique dans son analyse. Dans des documents trouvés après son suicide forcé en octobre 1944, il avait écrit « Les Américains viendront avec des milliers de chars, pas mieux que le nôtre, mais des milliers. Nous ne pouvons pas arrêter des milliers. » La guerre est perdue lorsque le premier réservoir américain sort de la plage. À 6h29, le 6 juin 1944, Compagnia, 743 des bataillons Sherman, a brisé les défenses d'Omaha. En ce moment, le sort de la guerre en Occident a été scellé, bien que des centaines de milliers meurent encore avant la fin. L'imparfait Sherman produit, habité par des civils transformés en soldats, avait brisé le mur de l'Atlantique et la libération de l'Europe a commencé. Les 12 heures de juin changeraient pour toujours la doctrine militaire. Toutes les grandes puissances étudieraient la Normandie et arriveraient à la même conclusion, dans la guerre moderne, la capacité industrielle, la supériorité logistique et l'adaptation tactique, ils importent plus que les spécifications techniques.
Sherman n'a pas seulement gagné une bataille, a validé une philosophie de la guerre. Dans les profondeurs de la terre normande, les réservoirs allemands reposent toujours où ils sont tombés. Tigers et Panthers, ingénieurs se demandent qui représentait lentement l'apex du design blindé des années 40. Ces équipages, certains des plus expérimentés de l'histoire, sont morts en opérations individuellement supérieures, mais collectivement insuffisants. Ils ont été honorés par les deux côtés par leur compétence et leur bravoure. Mais son sacrifice a marqué la fin d'une époque où l'excellence tactique pourrait compenser l'inconvénient stratégique. L'avenir appartenait à des nations capables de production de masse, d'innovation accélérée et d'application systématique d'une guerre combinée. Sherman, avec tous ses défauts, incarnait ses qualités. Ce n'était pas le meilleur réservoir de la Seconde Guerre mondiale. C'est le réservoir qui a remporté la Seconde Guerre mondiale. Et dans l'arithmétique de la guerre moderne, c'est la seule statistique qui compte.